Dimanche 18 août 2019, merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Comment se déroulent les travaux d'asphaltage dans la ville de Cotonou? L'une de nos équipes s'est rendue à Ménotin pour le constat, le point dans ce journal. Le maire de la commune de Tori-Bocito a décidé de décharger 6 chefs d'arrondissement de leur poste conformément à la loi pour détournement de fonds publics. Vous suivrez l'avis des citoyens à ce propos dans cette édition. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020, l'affluence n'est pas au rendez-vous autour des stands de vente de fournitures scolaires. Vous en saurez davantage à travers le constat fait par la rédaction. Voilà pour le sommaire de cette édition. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Les travaux d'asphaltage, je vous l'annonçais en titre, continuent dans la ville de Cotonou et se déroulent très bien selon les citoyens. Du côté de Ménotin, ils vont bon train en ce qui concerne la rue entre le siège du groupe de presse Fraternité et la station Sonacop. C'est du moins le constat fait par une équipe de DEN-TV selon laquelle les riverains n'ont pas voulu se prêter à leurs questions, mais ils apprécient hors caméra le bon déroulement de ces travaux qui, une fois achevés, épargneront les populations des problèmes d'inondation. Autre information dans ce journal, suite à la décision du maire de la commune de Tori-Bocito, 6 chefs d'arrondissement sont déchargés de leur poste conformément à la loi pour détournement de fonds. Et DEN-TV a recueilli à ce propos les avis de certains citoyens que je vous invite à suivre. Si ce n'est pas commandé, ce n'est pas la calomnie, si c'est vraiment ils ont fait ça, toute action suscite une réaction. D'accord, ça servira d'exemple pour les autres. Je loue vraiment tellement le maire. Moi, je le loue. Vraiment, c'est bien constaté. Il mérite d'être renvoyé, démis de leur fonction. C'est normal parce qu'il a raison. Il a raison. Si tout le monde fait ça dans le pays, qu'est-ce que le pays deviendra? Ils n'ont qu'à les poursuivre. S'il faut laisser tout le monde comme ça, donc le pays est foutu. Il faut nécessairement qu'on les poursuive. Bon, ce n'est que normal que M. le maire puisse prendre cette décision parce que vraiment, s'il ne fait pas cette décision, beaucoup de choses ne vont pas changer. Et l'ampleur que le pays se trouve actuellement, il y a vraiment une crise économique. Donc il faut que vraiment on frappe sur la table pour ceux qui détournent les fonctions publiques. Et comme M. le maire l'a fait, il faut que aussi des autres aussi prennent ça pour un exemple et qu'eux aussi ils puissent faire quelque chose pour que le pays avance. L'opérateur économique Samuel Dossou Aoré a eu ce vendredi 16 août une très bonne nouvelle relative à ses investissements dans le secteur pétrolier. La découverte d'un important gisement en Guyane anglaise. L'annonce lui a été faite au détour d'une audience qu'il a accordée au siège du groupe Pétroline à Genève en Suisse, au CEO de la société Tullow Oil, l'une des filiales pétrolières dont le président Samuel Dossou Aoré est l'actionnaire stratégique et majoritaire. Cette importante découverte pétrolière n'a pas tardé à produire ses effets positifs sur la cote du groupe en bourse. Elle a fait aussitôt grimper les actions de Tullow Oil de 17,09% à la très célèbre bourse de Londres. Il faut dire que l'homme d'affaires Samuel Dossou Aoré et ses partenaires ne sont pas à leur premier exploit dans cette région du monde. Tullow Oil, en collaboration avec d'autres géants du secteur pétrolier, avait déjà fait une découverte d'une envergure tout aussi grande en Guyane française en septembre 2011. Cette nouvelle grande découverte de l'or noir en Guyane anglaise fait confirmer au groupe Pétroline son statut de géant dans le secteur pétrolier, à l'instar des autres secteurs économiques majeurs où l'opérateur économique démontre son expertise incontestable et sa grande efficacité. Le groupe de presse ITV adresse donc toutes ses félicitations à l'homme d'affaires Samuel Dossou Aoré et ses partenaires. Cette édition se poursuit, Madame, Messieurs, à 4 semaines de la rentrée scolaire fixée au 16 septembre. Aucune affluence ne s'observe autour des stands de vente de fournitures scolaires. C'est du moins un constat fait par Laurent Roland, Tony Ikes et Damien Pedro. Stand désert.
Vendeurs de fournitures désespérés et mains à la tempe. C'est bien le constat amer qui est fait à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Contrairement aux années antérieures, pas d'affluence sur ces stands de vente de fournitures du centre de promotion de l'artisanat. Le constat même, ça se fait de lui-même, vous voyez, c'est un calme plat. On est déjà installé depuis le 15 juillet dernier, pratiquement un mois. Et en matière de recettes, vraiment, c'est insignifiant. Donc les gens ne sortent pas, on attend toujours les clients. On ne sait pas, cette année, c'est vraiment encore plus inquiétant que les années passées. On est là, vraiment, c'est difficile à vivre, mais on est dedans. Et maintenant, on est à moins d'un mois de la rentrée et nous ne voyons aucun signe pour quand même nous édifier sur vraiment comment nous allons rentabiliser tous nos investissements. C'est un peu difficile. Vraiment, on ne sent pas la ferveur qu'il y a une rentrée qui vient et les clients ne sortent pas pour acheter. Donc on espère que d'ici la fin de ce mois, avoir beaucoup de clients pour écouler un peu nos marchandises. Et ce n'est pas qu'ici que s'observe cette situation. Plus loin, sur l'esplanade du stade général Mathieu Kyeko, vendeurs et acheteurs se plaignent. Ce vendeur rencontré affirme être obligé de venir acheter quelques cahiers qu'il pourra compléter plus tard. À Fifadji, en face du marché, ce stand installé ne connaît pas aussi d'affluence. Certains citoyens rencontrés au cours de notre périple nous ont confié hors caméra qu'ils espèrent bien que la situation s'améliore dans les prochaines semaines, ce qui leur permettra de bien préparer la rentrée pour leurs enfants. Les membres du réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin se sont retrouvés ce samedi 17 août 2019 à la Maison des médias Thomas Meignan-San à Cotonou. C'est dans le cadre de la première édition de Tabaski entre confrères. Une rencontre qui a connu la participation du représentant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en la personne du conseiller Ali Kamaro. Reportage Corneille Aïssé, Denis Marouya. La Tabaski, loin des mosquées et des places Idi, mais entre confrères, journalistes, à la Maison des médias. C'est la première édition de Tabaski entre confrères, une initiative du réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin, RJP2MB. Le président du comité d'organisation Rachidi Ojo, dans ses mots de bienvenue, met l'accent sur la foi et le partage des valeurs fondamentales du réseau. L'effectivité de la première édition de l'initiative Tabaski entre confrères est la preuve tangible de ce que partout où des femmes et des hommes sont réunis, en mettant en avant la foi, il n'y a rien qui soit impossible. La rencontre a été faite de prières, de communication et d'échanges autour du thème « Célébration de la Tabaski face à la sauvegarde de l'environnement ». Le communicateur Rachad Dinandou, spécialiste de l'environnement, a exposé les aspects polluants de la célébration de la Tabaski avant de prodiguer des conseils pour le respect des conditions d'hygiène et d'assainissement lors de l'abattage des animaux. Alors que chacun de nous, dans nos plans de construction de maison, qu'on réserve des endroits spécifiques pour l'abattage des animaux. Puisqu'on sait qu'on est musulman, on sera appelé à immoler les animaux. Il faudrait que tout au moins qu'on réserve un espace bien entretenu, tout au moins les conditions d'hygiène carrelées, bien chaque fois entretenues, pour lorsque la Tabaski vient, pour abattre nos animaux à ces endroits-là, pour éviter de chaque fois que cela se passe dans n'importe quel endroit de la maison. Le conseil Ali Kamaro de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication représentant le président de l'institution a rassuré les professionnels des médias musulmans et toute la presse béninoise du soutien et de l'engagement de la RAC Nouvelle Mandature pour une presse libre et épanouie. Je puis vous rassurer que cette mandature qui s'ouvre, chers amis journalistes, chers amis de la presse, chers amis musulmans, que mes collègues et moi, notre président en tête, nous garantissons la pleine exécution de l'article 142 de la Constitution qui vous garantit une protection légale dans sa plénitude. Tabaski entre confrères, première édition du réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin, RJP2MB, a pris fin par un repas d'ensemble.
Restons à la maison des médias Thomas Meillansan où s'est déroulé ce vendredi le grand rendez-vous d'échange hebdomadaire Café Média Plus. Réussir le pari de la confiance avec les nouvelles structures de gestion de la presse au Bénin. C'est sur ce thème que s'est penché Gérard Guédégbé. Il est consultant média et formateur. Le compte rendu avec Aristide Setti. Je vous le disais tantôt, restons donc à la maison des médias Thomas Meillansan où s'est déroulé ce vendredi le grand rendez-vous d'échange hebdomadaire Café Média Plus. Réussir le pari de la confiance avec les nouvelles structures de gestion de la presse au Bénin. C'est sur ce thème que s'est penché Gérard Guédégbé. Il est consultant média et formateur. Suivons le point si l'élément est prêt avec Aristide Setti. Réussir le pari de la confiance avec les nouvelles structures de gestion de la presse au Bénin, c'est le thème sur lequel Gérard Guédégbé a opiné ce vendredi 16 août 2019 sur le 244e numéro de l'émission Café Média Plus. Pour l'invité, la presse béninoise n'a plus bonne réputation au sein de l'opinion nationale. Les confrères ne savent pas. Oui, c'est aussi banal que ça. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal. C'est-à-dire, bon, j'ai parlé à un DG un peu compliqué là, et puis bon, le gars, il a déjà peut-être quelque chose, et puis le journaliste prend sa plume comme règlement de compte, ou bien vous êtes trouvé dans un bar, il vous a nargué, et puis bon. Mais il ne comprend pas. Il faut arriver à lui expliquer que ce comportement ne devrait pas être le sien. C'est exactement comme un policier que vous insultez, qui prend son arme et qui vous tire dessus. Ce n'est pas son rôle. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, je vous ai dit que les dérives que commettent la plupart des journalistes ne sont pas souvent des dérives conscientes. Selon Gérard Guédégbé, les jeunes professionnels des médias doivent avoir un repère. Moi, maintenant, nous, on est presque de l'autre côté. Ils se disent, on a envie de le faire. Et quand on a envie de le faire, quels sont les repères? D'accord? Quand vous citez les René Bewa, les Jérôme Carlos, les Souley Isiaka, il faut que les jeunes soient capables de voir ceux-là comme des repères et non de voir des gens qui profèrent des insultes à la une des journaux comme des repères. Et c'est ce que moi je suis en train de refuser. Dans son exposé, Gérard Guédégbé a invité la nouvelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et celle de l'Union des professionnels des médias du Bénin a véritablement œuvré pour la spécialisation des journalistes. Ce que je vends aujourd'hui, tout le monde sait. C'est ça que je vends. Donc, quand je parle, j'offre ça, c'est imbattable. Ça, je vous le dis. Donc, je ne viens pas dire, je suis journaliste, les gens ne vous regardent pas. Dire journaliste, tu fais quoi? Tu veux offrir quelle expertise? Quand une commission de la Banque africaine de développement t'invite, ils ne t'invitent pas pour être reporter. Non, ils en ont assez maintenant. Ils veulent de l'expertise. Ils veulent voir qu'est-ce que le journaliste a vu sur le terrain qui peut alimenter ou nourrir un projet. Qu'est-ce que le journaliste qui est en contact avec la population a pu voir qui peut être utile dans la prise d'une politique publique. Au terme des échanges, Gérard Guédégbé a promis prendre toutes les dispositions pour accompagner les nouvelles structures de gestion de la presse afin que les acteurs des médias puissent inspirer confiance et vivre décemment. Autre information, autre sujet dans ce journal, vous le savez, les enseignants reversés en 2008 sont invités à se soumettre à une évaluation diagnostique le 24 août prochain. Parmi les enseignants concernés par la dite évaluation, certains promettent le boycott, tandis que d'autres l'approuvent et se rendront disponibles. Invité du club presse Café Média de ce vendredi 16 août, le professeur Aoumenou, psychopédagogue, s'est prononcé sur le sujet. On l'écoute. Il faut distinguer deux choses. Il y a le processus mis en œuvre par les ministères en charge de l'éducation pour recruter de nouveaux enseignants. Et je crois l'examen qui a eu lieu, c'était mercredi ou jeudi. C'était le mercredi. Voilà, mercredi 14. le 14. Donc ça participe de ce processus-là. Oui. Donc il s'agit de recruter de nouveaux enseignants pour combler le gap observé dans le primaire et dans le secondaire. Oui. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas concerne les ACE reversés en enseignants, qui sont également quelques milliers et qui officient pour la plupart dans l'enseignement secondaire.
il y en a aussi dans le primaire. Oui. Alors, bon, l'État, certainement après certaines études, a jugé utile de tester ces enseignants-là. Donc, d'organiser une évaluation diagnostique. Bon, cela peut se justifier dans une perspective de recyclage, de formation continue de ces enseignants-là. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Hein, tout change, le monde bouge, le monde change. Une évaluation diagnostique, ça peut révéler soit des forces, soit des faiblesses des enseignants. S'il y a des faiblesses, il s'agit de mettre en œuvre maintenant des stratégies de formation pour combler ces faiblesses-là. Moi, c'est le sens qu'on me donne à une évaluation diagnostique. Et tout État a parfaitement le droit d'organiser pour parfaire la formation de ces enseignants. Il faut choisir la formule la plus gérable par les structures de l'État. Hein? Et peut-être qu'une inspection de classe ne révélerait pas tout. Hein? Puisque, vous savez, rien qu'à travers un échantillon de comportements recueillis sur les enseignants, on peut déjà remonter à leurs aptitudes ou bien à leurs faiblesses, quoi. Donc, on peut leur proposer une seule épreuve et rien qu'à partir de leur comportement sur l'épreuve, on peut dire, il présente telle capacité, telle qualité, ou bien il y a tel déficit à son niveau. Et là, on détermine ce qu'il lui faut pour combler ces déficits-là. Hein, c'est ce qui peut justifier l'évaluation diagnostique. Et ce n'est pas seulement au Bénin que ça se fait, même dans les grands pays, comme vous allez en France, lorsqu'il y a des réformes qu'on veut mettre en œuvre et que ça nécessite que le personnel enseignant s'adapte, on peut recourir à ce genre d'évaluation diagnostique pour voir qu'est-ce qu'il faut offrir maintenant comme formation complémentaire aux enseignants. Vous venez donc de suivre le professeur Jean-Claude Roumenou et non Ahoumenou. Il est psychopédagogue. Il s'est prononcé sur cette évaluation des reversés en 2008. Nous parlions tantôt des enseignants. Une information avant de clôturer cette édition. Les joueurs de belote et de pétanque de la commune d'Abomey-Calavi se sont réunis ce samedi dans les locaux de la mairie de la localité. Il participe à la 6e édition des compétitions sanctionnées par les trophées CAFEJ, entendez, cadre d'appui à la formation et d'épanouissement des jeunes. Frédéric Espoir Oumambou et Fréjus Sophie aussi étaient à ce rendez-vous. Suivez ici leur compte rendu. Nous sommes en vacances et puis c'est pour au moins créer une ambiance au niveau de la jeunesse de Calavi. Je lance officiellement la 6e édition des Jeux de concours de la belote. Le top est ainsi donné par le chef de l'arrondissement de Calavi Centre qui, pour la circonstance, portait la parole du maire à cette 6e édition des trophées CAFEJ pour récompenser les meilleurs joueurs de belote et de pétanque dans la commune d'Abomey-Calavi. Et parlant de récompense, à ce rendez-vous ludique, Désiré Houmavo, président du cadre d'appui à la formation et l'épanouissement des jeunes, donne des précisions avant de revenir sur le bien fondé de l'initiative. Du côté de la belote, nous avons trophée plus de 200 000. Au niveau des boulisses, nous avons un trophée plus 100 000. Deuxième, 90 000. Troisième, 60 000. Et quatrième, de leur côté, 40 000. Belote, deuxième, 100 000. Troisième, 60 000. Et quatrième, 20 000. Bon, l'objectif visé, c'est d'animer la jeunesse pendant les vacances. Au niveau de CAFEJ, c'est bien défini, cadre d'appui à l'épanouissement, à la formation de la jeunesse. Ça, c'est 2 disciplines que nous avons, qu'on met en pratique aujourd'hui. Et souvent, les vacances, c'est pétanque et les boulisses. Et au niveau de la formation, on essaie de former aussi les jeunes pour des trucs à venir. On a d'autres projets. Pour l'honorable Epiphane Honfort, qui a rehaussé de sa présence l'événement, une telle organisation mérite bien le soutien des autorités à divers niveaux afin de continuer à pousser sur le plan continental et même mondial l'étendard du Bénin dans ces différentes disciplines sportives. L'année antérieure, le Bénin est ici parmi les nations quand même de pétanque.
On est d'accord. Et si aujourd'hui nous devons encourager cela, c'est d'abord remercier les organisateurs qui ont compris qu'il faut ramener cette discipline dans notre commune. Et donc c'est à nous de les soutenir à travers les matériels sportifs qu'il faut. Et donc, malgré l'idée de compétition, il convient d'observer une certaine déontologie dans le jeu. C'est un jeu, c'est une compétition que le meilleur gagne. Ce n'est pas... on se retrouve entre frères, c'est vrai. Il y a un trophée à la fin. Ce n'est pas ça l'essentiel, c'est le fair play qui compte. À noter qu'au terme de cette compétition, les 4 meilleurs de chaque discipline pourraient, dans un proche délai, affronter leurs pairs des autres communes du département de l'Atlantique. C'est ici, mesdames et messieurs, que se referme ce journal. Toute l'équipe de production et de réalisation, avec à sa tête Martin Tonnisset, vous remercie de nous avoir suivis. Surtout, gardez votre position, car à 13h30, vous suivrez la revue de presse hebdomadaire de Peggy. Ludovic Dagba, on se retrouve à 20h pour l'édition du soir. Bonne suite de nos programmes et à très vite.